Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité exceptionnel. Il s'est notamment illustré récemment sur les championnats de France en juillet dernier en remportant le titre en KV. Puis une semaine plus tard, le titre de champion de France de trail court. Il s'agit bien sûr de Frédéric Tranchant. Salut Frédéric. Salut. Ça va? T'as bien digéré toute cette belle semaine, ces 2 belles semaines à Val d'Isère? Ben, ça va, merci, hein. C'est sûr que quand on réussit, on digère toujours un peu plus facilement. Ouais, Mais la donc là, récupération. c'est sûr que j'avais fait un gros engagement physique et mental, de préparation et puis aussi pendant la course. Donc là, j'ai pris quelques jours un peu tranquilles. J'en ai profité de faire du vélo, là, chez mes parents dans le Pilat, dans le mont du Pilat, dans le sud du département de la Loire. Donc voilà, ça va. Très bien. Et toi? Bah, écoute, moi ça va pas mal. Il fait très beau, il fait très très beau en Bretagne, comme tout le monde sait, comme toujours, comme toute l'année. Et non, non, tout va très très bien. L'été parfait. Donc en plus l'actualité du trail plus que chargée et riche en ce moment. Du coup, avant qu'on rentre un peu dans le sujet, bah, on va parler un peu de l'actualité. Si tu veux bien, revenir un peu sur les championnats de France. T'as commencé très fort avec le titre de kilomètre vertical et comme tu me disais, c'était pas ton objectif premier. L'objectif premier pour lequel tu t'étais entraîné, c'était le trail court. Et déjà, ça avait déjà très très bien marché au KV, vu que tu prends le titre de champion de France. Oui, oui. Ouais, en fait, le vrai objectif, c'est les championnats du monde. Et du coup, bah, pour aller aux championnats du monde, il fallait faire un bon championnat de France de trail court. Et voilà, pour faire un bon championnat de France de trail court, bah, j'étais sur place pendant plusieurs semaines, donc Tignes Val d'Isère en altitude. Et du coup, comme le KV, c'était une semaine avant, et sur place, je pensais que ça valait le coup de le faire. Et voilà, d'essayer de le faire à fond. Mais comme je t'expliquais un petit peu, ouais, j'avais fait 3 grosses semaines et les jours d'avant le KV, j'avais vraiment levé le pied, donc je savais pas trop où j'en étais le jour du KV. Et puis bon, ça a bien marché, même si voilà, enfin, c'est sûr que j'ai eu un petit peu de chance quand même pour le résultat parce que c'était très serré au moins pour je pense, le top 5, quelque Ouais, chose ça se comme joue à pas ça. grand-chose. Ouais. Et ouais, voilà. Et comme on part en contre-la-montre, on sait pas vraiment où sont les autres en fait. Donc aussi bien, ça aurait pu faire cinquième, mais voilà, j'aurais été quand même content, hein. Ça aurait montré que la forme était là. Et donc voilà, après pour le jour de la course du championnat de France de trail court, donc voilà, en fait, j'ai fait ma course dès le début, je savais que j'étais bien. Je pensais faire plutôt, en fait, ça faisait une vraie première boucle avec une grosse montée, enfin deux montées, mais une grosse montée, une grosse descente, on va dire. Et je pensais plus la faire celle-là un peu, enfin vite, mais pas non plus me mettre dans le rouge, pour vraiment attaquer dans la deuxième grosse montée qui montait au col de l'Isran, et puis ça montait à près de 3000 mètres Oui, c'est d'altitude, donc celle-là quand même. qui montait haut, ouais. Ouais. Ouais, celle d'avant, elle montait déjà haut, mais à peine plus bas, du coup. D'accord. Et puis en fait, je me suis retrouvé déjà tout seul dans la première montée, en gros. Et bon, après, du coup, je me suis pas vraiment retourné, quoi. J'ai fait ma course à Et, fond. Et euh, et puis, quand tu te retrouves seul dans la première montée, bah, du coup, moi j'ai pu le suivre comme beaucoup. Il y avait un très beau live, un beau dispositif live qui a très très bien fonctionné. Et ouais, dès le départ, on t'a vu partir bah, un peu tout seul. C'était pas forcément volontaire, c'était juste t'étais à ton train et t'as pas. ouais, ben, ça me surprenait un peu que personne suive, mais voilà, ça m'a pas trop affecté. Et j'étais encore dans le mood, je me suis dit, bah, s'il y en a qui me rattrapent un peu plus loin, c'est pas très grave, en fait. C'est comme ça, quoi. Mais autant prendre des secondes d'avance que prendre des secondes de retard, on va dire. Et puis, voilà, s'il y a quelqu'un qui doit me rattraper, sûrement il va mettre un gros effort pour me rattraper. Donc, ce sera toujours ça de gagner. Et puis, non, et puis de toute façon, je faisais ma course, hein. J'étais concentré sur moi, mes sensations. Et il me semblait que j'étais pas dans le rouge, donc que je prenais pas trop de risques non plus. Donc voilà, l'idée c'était de faire sa course au mieux. Donc ouais, j'étais pas trop inquiet, faut dire.
Ouais, ouais, t'avais des. Ouais, c'est comme tu dis, c'était grosso modo, je grossis le trait, une montée, une descente et une grande montée et une grande descente. Tout le Ouais, monde avait plus ou moins prévu, enfin, j'imagine, d'envoyer la sauce dans la deuxième descente, de tout donner, dans la deuxième montée, pardon. Évidemment, la ouais. deuxième descente. Toi, t'avais des temps, t'as creusé plus ou moins tout le long, des temps de passage. Ouais. T'avais pas peur que ça revienne de derrière, t'étais serein, et même à la deuxième montée. Alors, ouais, aussi j'avais les temps que des années précédentes et en fait il y a pas mal de segments sur Strava, donc on a fait des estimations et d'ailleurs Adrien Sugré, j'avais vu ses estimations, c'était à peu près les mêmes que les miennes. Par rapport au, moi j'avais pris tous les segments de Strava et en fait pour le coup j'ai été plus rapide que les temps que les segments d'avant, donc ouais j'ai pris plusieurs segments on va dire. Mais ouais, ouais comme je dis ça m'a pas trop inquiété, j'étais plus concentré sur les sensations. Et à vrai dire, au bout d'un moment, je regardais même plus le temps, hein. Enfin, c'est-à-dire, mettons, j'ai dû regarder en haut de la première grosse montée. Je sais même plus si j'ai regardé. Si, je crois que j'ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit, ah bah là, on est un peu en avance. Ouais, au premier ravitaillement, donc c'était, donc on va dire en bas de la première grande descente. Pareil, là, j'ai vu que j'étais un peu en avance, mais après, j'ai plus du tout regardé. J'étais plus concentré sur ma course. Et c'est vrai que derrière, on me disait un peu des temps, mais bon, j'étais pas trop sûr. J'avais compris qu'il y avait plusieurs minutes, mais bon, je savais pas trop si, à quel point ils avaient pris. Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient pris au premier point de passage, deuxième point de passage, enfin, s'ils estimaient à la vue. Donc, je m'y fiais pas trop, faut dire. Ouais, j'essaie d'aller à fond jusqu'au bout. Et ouais, ça te va d'être dans cette position de chasser? Ouais, oui, je pense que oui, parce que c'est comme je disais, j'étais assez concentré. Je me disais, de toute façon, je fais au mieux. S'il y en a qui me rattrapent, soit ils sont plus forts, soit ils sont en train de se cramer pour me rattraper. Donc, ouais, non, non, j'étais assez serein, en fait. Ouais, quelque Ouais, j'ai chose que fait ma tu. course sereinement. Ah, Ouais, ok. c'est pas toujours le cas, hein, parce que c'est sûr que, par exemple, il y a d'autres fois, au bout d'un moment, il y a d'autres courses, il y a pas mal d'autres courses où j'ai un peu craqué, ou forcément, hein, on se fatigue sur la fin. Où là, bien sûr, là, c'est pas évident d'être chassé, parce qu'on sait que là, on est moins bien, on se dit que ceux de derrière, ils sont peut-être mieux, donc là, c'est sûr que c'est différent. Mais ouais, le dimanche passé, ouais, je me suis pas posé de questions. J'étais vraiment dans mon tunnel, on va dire, et je regardais. J'étais fixé sur l'objectif. Je n'avais pas d'autres perturbations. Mais c'est vrai que ouais, j'avais un petit peu quand même des démons, on va dire, en début d'année. Il y a au moins une course où c'était une des étapes de skyrunning là, c'était au Mexique. Et en fait, je pensais que j'avais course gagnée parce que j'avais mis une grosse attaque dans la dernière montée et vraiment j'avais pris de l'avance. Je le voyais plus derrière. Il avait plus, je pense, ouais, c'est sûr, il avait même plus d'une minute de retard. Et je m'étais dit que c'était bon. Et en fait, la descente finale, c'est vrai que je l'ai pas fait à fond parce que il y avait des escaliers, beaucoup de touristes. C'était une longue, longue descente d'escalier. Enfin, on était dans la ville, quoi, on va dire. Ça montait dans un parc au-dessus de la ville. Et en fait, un concurrent, le Mexicain, là, avec qui j'avais fait toute la course presque, mais j'avais fait toute la course devant, il m'a vraiment doublé dans les derniers mètres. Je l'ai pas vu arriver, quoi. Du coup, là, enfin, là, j'étais vraiment dans l'idée que ça n'arriverait pas, quoi. Donc, même si j'avais 2 minutes, 3 minutes d'avance, je ne savais pas trop. Je m'étais dit, je me retourne à 20 mètres de l'arrivée, mais pas avant, quoi. Ouais, 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 je vois, ça t'avait marqué, quoi. Tu voulais pas revivre deux fois Ouais, un petit la même peu. chose. Ouais, ouais, Non. tu m'étonnes. Euh, Est-ce que on avait parlé justement pour les championnats de France, après on passera à la suite, on avait parlé beaucoup de l'altitude qui allait jouer un rôle, forcément pour ceux qui habitent en plaine, ou voilà, pour pas faire des passages à 3000, à plus de 3000, je crois, avec une telle intensité, c'est pas anodin. Toi, niveau altitude, t'as une acclimatation particulière, enfin, tu étais sur le circuit skyrunning toute l'année, quoique ça aille pas à ces altitudes-là quand même tout le temps. Euh, c'est un sujet pour toi ou pas forcément? Ouais, si carrément, enfin, en fait, comme j'avais cet objectif de championnat de France et les championnats du monde qui sont malgré tout dans les Pyrénées, un peu moins hautes, mais quand même assez haut. Et en fait, j'ai un peu orienté ma préparation sur l'altitude cette année. Donc, j'ai quand même fait beaucoup en fait, les premières étapes de skyrunning que j'ai faites étaient une au Mexique et après, je suis allé au Chili. Et c'était en très haute altitude. Même là, c'était vraiment extrême. Parce qu'on montait, en gros, toute la course, on partait à 3000 mètres. On faisait un KV qui montait à plus de 4000. Après, on a une partie au plus de 4000. Et après,
on avait à nouveau une grosse montée qui montait à 5004. Donc là, c'était vraiment extrême. Et d'ailleurs, je m'étais un peu acclimaté pour des altitudes autour de 3000, 4000, j'étais bien. Mais 5000, là, j'ai vraiment, ça m'a coupé les jambes, quoi. Et donc voilà. Et là, avant le championnat de France, j'ai refait une petite piqûre de rappel, on va dire, d'altitude, en étant 3 semaines à Tignes, en faisant quand même le métier préparation d'altitude. Donc oui, oui, c'est sûr que et après, forcément, hein, je la ressens l'altitude aussi. Et d'ailleurs, les premières séances à Tignes, j'ai vraiment ressouffert. Hein, c'était Ok. dur, mais voilà, je pense que j'étais bien préparé pour ça. D'ailleurs, enfin, plusieurs des autres Français, enfin des autres meilleurs qui préparaient le championnat de France, c'était aussi préparé en altitude parce que c'est sûr que là, c'était quand même ça pouvait jouer quoi. Enfin si, c'est ça jouait d'ailleurs. Ouais, il y a on a vu qu'il y a eu un beau groupe d'athlètes qui s'est préparé pendant les trois semaines avant à Tignes, effectivement, ou à Val d'Isère. Ouais, Mais ouais. ouais, Ou Sylvain, il était en Italie par exemple, ouais, ah Sylvain ouais. Gachard. Mm. Oui, c'est vrai que c'est lui qui revenait fort derrière. Et c'est pour ça on se demandait, tain, est-ce que Sylvain va être capable de revenir sur toi? C'était hyper intéressant à suivre. Et oui, quand on a vu, alors c'était sur le long, mais quand on a vu Annelise Rousset s'effondrer complètement dans la montée, alors qu'elle était vraiment pimpante sur toute sa course, ouais, c'est impressionnant de voir l'effet de l'altitude quand même sur le corps. Enfin, surtout dans ces intensités-là, quoi. Après, c'était à laisser sur long, mais Ouais. Mm. sur course, Ouais, c'est ouais. Je encore. sais bon, comme je dis, au Chili, je pense que c'était vraiment, enfin, en tout cas pour moi, extrême parce que à plus de 5000. Et Ouais, là, en plus, il y 5000, avait c'est le rare quand froid, même. je me suis pas, ouais, c'était pas assez couvert, tout ça. Et j'ai vraiment eu l'impression de plus rien avoir dans les jambes. Les jambes, elles répondaient plus du tout. Donc là, c'était un autre niveau, je pense. Ouais, bah écoute, merci de nous faire partager ça. On va revenir un peu en arrière, et parce que là, bah, on te connaît, nous, sur le monde du trail, mais finalement, ça fait pas tant que ça que tu es dans la partie trail, et même si bah, c'est ce que je te disais aussi pendant qu'on préparait l'interview, j'avais l'impression que ça fait que j'ai toujours vu ton nom, mais tu viens de la course d'orientation, pour ceux qui savent pas, et en fait, ta carrière en orientation est plus longue et plus fructueuse, limite, que ta carrière de trail. Ouais, 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 donc déjà la concentration, j'ai commencé assez jeune. Le club, il nous acceptait à 10 ans par là pour l'école d'orientation, tout ça. Et voilà, après, j'ai fait toutes mes classes, entre guillemets, dans ce sport-là. Donc, le groupe Ligue en Rhône-Alpes, le groupe France assez jeune. Ma première sélection, je crois que c'est en 2004. Enfin, c'est sûr, c'est en 2004. Et donc, ça veut aussi dire que je suis sur les listes de sportifs de haut niveau depuis 2004, tous les ans. Parce Ok. qu'après, j'ai fait des sélections tous les ans. Ouais, voilà, c'était en 2004, 2005, voilà, c'était en cadet. 2006, ouais, jusqu'à 2008 junior. Et à partir de 2008, j'ai déjà fait une sélection en senior. Et après, voilà, tous les championnats du monde jusqu'à 2021, ouais, en Ouais, présentation. Et c'est impressionnant. ouais, C'est plus de 20 ans. ouais, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça, ouais. Avec beaucoup en plus, en présentation, on avait quand même une vraie saison en équipe de France, c'est-à-dire il y avait des étapes de Coupe du Monde. Il y a plusieurs rounds, en fait, début de l'année, fin de l'année, et championnat du monde chaque année. Donc voilà, c'était des grosses saisons, ouais. Et pour ceux, justement, alors comme moi d'ailleurs, qui connaissent mal la course d'orientation, c'est un sport qui est moins médiatique que la course à pied et que le trail, ça c'est clair. Par contre, c'est un sport qui est, j'ai l'impression, est beaucoup plus structuré et depuis plus longtemps que le trail, justement, où il y a une vraie structure fédérale, où justement on va détecter très jeune, où on va t'accompagner très jeune. On va faire très vite le lien justement avec le sujet de la préparation mentale, justement. Et c'est ça qui est assez curieux, entre guillemets, en transport. Bah, entre le trail qui est très médiatisé et peu structuré, bah, ça se structure petit à petit, et l'orientation qui est pas du tout médiatisée et beaucoup plus structurante, en tout cas pour l'athlète élite. C'est à peu près ça. Ouais, ouais, ouais. Déjà, je pense que c'est un sport qui est depuis assez longtemps, mais surtout en Scandinavie, en fait. En fait, ça reste un sport qui est très développé en Scandinavie, un peu en Suisse germanophone, en République tchèque, voilà, dans certains pays de l'Est. Et c'est vrai qu'en France, ça perce pas trop, ouais. Enfin, voilà, ça reste un sport un peu famille plutôt. Et c'est vrai qu'au niveau haut niveau, je pense que ça s'est structuré plus dans les années 90 ou début des années 2000, avec surtout certains personnages. Bon, après, vous les connaîtrez peut-être pas, mais Michel Georgiou, je pense, qui a créé le Pôle France
la structure d'entraînement des athlètes de l'équipe de France, en gros. Voilà, et l'équipe de France vraiment bien structurée, qui a eu des très très bons résultats, avec Thierry Georgiou justement, qui a été 14 fois champion du monde. Ok, Donc c'est encore l'athlète masculin qui est le plus titré au monde, et c'est un Français. Donc c'est vrai que alors qu'il est peut-être pas totalement très inconnu, connu en entre France, guillemets, et alors que malheureusement. ouais. Alors que je pense qu'en Scandinavie, ceux qui suivent un peu le sport, ils connaissent le nom, quoi. Et bon, aujourd'hui, la preuve, il a été coach en équipe de Suède. Maintenant, il est sélectionneur national l'équipe de Finlande. Voilà. D'accord. Tout ça pour dire, donc là-haut, c'est quand même un sport connu et reconnu, avec toutes les épreuves internationales et aussi des épreuves nationales retransmises sur la télé nationale, donc sur France 2 local là-haut, quoi. Donc quand même, voilà. Donc c'est pour ça en France, on dirait que c'est peut-être pas, c'est un tout petit sport, c'est sûr, c'est un sport assez de niche avec peut-être 10 000 licenciés dans toute la France. Mais là-haut, c'est un sport qui est assez reconnu, avec déjà beaucoup pratiqué et aussi ouais, assez reconnu au niveau international, enfin au Ouais. niveau Et médiatique. du coup, par exemple, c'est en France, quand tu es au pôle Espoir, tu vas nous redire que tu as, en cours d'orientation, que tu as découvert, enfin, tu as eu ta première approche de préparation mentale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, c'était au Pôle France même. Je pense pas avant, mais ouais. Et donc là, on avait accès à une préparatrice mentale. On pouvait l'avoir une fois de temps en temps. Donc oui, c'était là. C'était même une psychologue du sport, je pense. Hmm. Et donc voilà, je pense que peut-être on pourra en parler plus tard, mais je pense que la course d'orientation, c'est un sport très technique. Et donc forcément, l'aspect mental, il joue un rôle vraiment prépondérant. Ouais, mais justement, on peut développer maintenant parce que en préparant l'épisode, tu m'as beaucoup parlé de ça, que c'est un sport très technique. Et moi, quand on dit technique, je pense trail, enfin en plus je viens du VTT, donc trail, caillou, racine, c'est ça pour ma technique. Mais explique-nous ce que pour toi, un orienteur, ça veut dire un sport technique. Ouais, voilà. Alors ouais, je pensais plus. Voilà, c'est ça la technique d'orientation en fait. Donc en fait, peut-être je explique rapidement le principe. Le principe, c'est on a une carte qui est très détaillée. Enfin, c'est une carte topographique, donc un peu comme une carte IGN, mais plus détaillée, plus précise, avec une échelle plus grosse. Donc carte IGN, c'est 1,25 millième. Et là, les cartes qu'on aura, par exemple, ce sera du 1,10 millième. Ça dépend des formats, mais voilà. Donc bien plus détaillé. Et donc sur cette carte, c'est une carte qu'on n'a jamais vue avec un parcours qu'on n'a jamais vu. Sur le parcours, il y a un point de départ, des points de passage qu'on appelle les balises qu'il faut valider en fait dans l'ordre et le plus rapidement possible. Et en principe, tous les formats, la plupart des formats, on part en contre-la-montre, donc chacun notre tour en fait. Ok. Donc c'est ça le principe. Et en fait, voilà, donc la partie technique, c'est à la fois faut planifier, en fait, faut planifier l'itinéraire qu'on va choisir pour aller d'une balise à l'autre, ou du départ à la première balise, la balise 1 à la balise 2, et ainsi de suite. Donc, il faut planifier où c'est qu'on va passer. Et souvent, en tout cas, au niveau, on va être en tout terrain, quoi. Là, les championnats du monde, c'était en Finlande, typiquement cette année. Il y a des endroits, ils prennent pas de chemin pendant 1 heure et demie, quoi. C'est vraiment du tout terrain. Ok. Il faut naviguer avec le relief, avec les éléments ponctuels, mettons les rochers, les falaises, tout ça, la végétation et voilà, et la direction en fait. Ok. Donc c'est Donc, ça et donc voilà, donc ouais, donc déjà faut planifier où on va passer et c'est les éléments qu'on veut prendre comme point d'appui, et aussi après il faut naviguer. Donc c'est pas évident parce qu'il n'y a pas un point rouge comme nos navigateurs dans la voiture qui nous dit là où on est. Il faut qu'on estime où on est, quoi. On essaie de s'appuyer sur les éléments qu'on voit. Donc, il faut naviguer avec ça et puis aller essayer de voir les points d'appui qu'on a planifiés, en fait, jusqu'à la balise. Ok, donc là on voit que effectivement il y a une belle différence avec la course à pied. Tu te contentes pas de suivre un sentier et de choisir le meilleur sentier entre guillemets. Tu dois vraiment faire avec tous les éléments et puis en temps réel, analyser au moment où tu pars, ou tu as un temps d'analyse Ouais, avant. Comment ça se passe avant de partir? non, non, non. Alors, Tu dès ouvres qu'on a la la carte? carte, le chrono, il part. Oh la vache. Et dans les faits, souvent, on a une prise de carte, mettons, je ne sais pas, 50 mètres avant le triangle de départ. En fait, pour être clair, on est jalonné pendant les premières 30 secondes de ou ça dépend, mais de Ok. notre parcours. Ce qui fait que pendant ces premières 30 secondes, on n'est pas à l'arrêt. On peut courir en même temps, on peut lire la carte. Donc, euh, donc voilà. Ok, Mais oui, je oui, comprends dès le qu'on technique a là. la carte, ouais, le chrono il démarre, quoi.
Ok, donc ok, ouais, comme tu disais, je comprends beaucoup mieux le côté technique de la chose, effectivement. Faut gérer énormément de paramètres en même temps. Du coup, tu dis, bah, première expérience jeune, tu vis à 18 ans au Pôle France. C'était quoi ton ressenti à ce moment-là? Ça t'a apporté quelque chose? Comment ça s'est passé? Hmm, alors ouais, non, pas trop, trop justement. Je voyais ça un peu. Enfin, en fait, j'ai pas vu l'utilité tout de suite. Peut-être c'était un peu brouillon dans ma tête aussi pour moi que comment fonctionner. Enfin, ouais, j'avoue, j'ai pas eu l'impression que ça m'a vraiment apporté sur le début. C'était plus de la psychologie, parce que tu m'as parlé que c'était une psychologue du sport. On était plus sur un aspect psychologique ou sur un aspect vraiment préparation mentale, planification, visualisation, tout ça? Ben voilà, c'était peut-être plus un aspect psychologique, pardon. Et peut-être justement que moi, c'était pas assez clair ce que je voulais travailler ou qu'est-ce que je voulais, sur quoi je voulais me concentrer. Donc peut-être que ça m'a apporté, mais je m'en suis pas rendu compte, hein. Donc ça, c'est possible aussi. Et mais en tout cas, à ce moment-là, enfin, ça m'a pas paru prépondérant dans ma progression ou dans ma préparation. Ok. Et c'était quoi? Des entretiens, comment dire, réguliers Ouais, ou de temps en temps? ouais, c'était pas régulier justement. C'était D'accord. peut-être plus peut-être à la demande ou voilà. Mais voilà, comme je dis, peut-être j'ai pas assez de recul maintenant, mais peut-être ça m'a quand même aidé à clarifier parce qu'en fait, des fois on se rend pas compte, des fois il y a des questions qui sont posées, qui nous font broger un petit peu, et puis après ça nous apporte des clés quoi. Mais mais ouais, je Mais me c'est vrai souviens qu'il y plus a aussi trop. le côté âge, peut-être à 18 ans. Après, ça dépend, hein. Alors, il y a plein de. Moi, justement, le but, c'est de parler de. Pas pour toujours dire que c'est parfait et qu'il faut absolument faire. Encore une fois, on est dans un métier d'accompagnement. Il y a le rôle aussi du, du, du lien que tu peux avoir avec la personne qui t'accompagne qui est important. Euh, Sinon, bah, quand ça marche pas, si on aime, entre guillemets, si on se sent pas trop avec la personne, bah, c'est pas la peine de partir dans un sujet pareil d'accompagnement personnel. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Et puis aussi, il y a l'âge, tu as 18 ans. C'est sûr qu'à Ouais, 18 ans ou à 30 et ans, tu réagis pas pareil, il y a des questionnements sur la vie ou des choses comme ça. ouais, et je pense aussi que c'était beaucoup de choses nouvelles pour moi, le Pôle France. Enfin, je pense que c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir une démarche pro, entre guillemets, quoi, dans l'entraînement. Bah, quand même, je faisais des études d'ingénieur en même temps. Bon, c'était en sport-études, mais quand même. Et il y avait beaucoup de choses, en fait. Et du coup, je pense que c'était peut-être suffisant. Il n'y avait peut-être pas besoin de Ouais, rajouter ça, entre guillemets, quoi. Mais peut-être que, comme je dis, peut-être ça m'a aidé. Ouais, je m'en suis pas ok. forcément rendu compte. Et du coup, ensuite, tu continues ta carrière, et tu passes sur le trail en quelle année en fait? Ouais, 2020. En fait, bah déjà, par rapport à la préparation mentale, je voudrais quand même me dire un mot. Ouais, je pense qu'il m'a apporté, mais c'était à peu près dans ces années-là, et un peu 18, 21 ans, 22 ans par là. En fait, on Mhm. avait un coach en équipe de France, enfin le sélectionneur national, qui nous demandait, c'était un Suisse en fait, lui, il avait une méthodologie, donc il nous demandait en fait 10 fois par an, un truc comme ça, donc quasiment tous les mois. On avait un questionnaire avec une partie sur la partie physique, une partie technique et une partie justement le mental, avec plusieurs questions et, et ouais, des questions assez, enfin ouais, forcément liées à notre prestation en présentation, mais ouais, des questions assez précises en fait. Et du coup, moi, ça, je sais que j'étais vraiment assidu. Je faisais vraiment le questionnaire tout le temps. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à, en tout cas, formaliser et puis organiser un peu mes pensées, tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment la première étape dans la préparation mentale qui m'a vraiment aidé. Ah ok. C'est-à-dire, ouais, ouais, plus sous forme là en fait, des questions bah, où il fallait, en Ouais, plus bien à sûr. l'écrit, donc à l'écrit, on est obligé de mettre ça correctement. Donc, ouais, de formaliser en gros des pensées et moi un peu me poser quoi. J'étais un petit peu, on va dire, chien fou, où ça partait un peu dans toutes les directions mes pensées à ce moment-là. Et du coup là, bah, au moins vraiment organisé, ce qui fait que, ce qui fait que ça a aidé, je pense, bah, déjà à fixer un peu les objectifs, c'est-à-dire bah, à se rendre compte, ok, bah, là où ça pêche et du coup un peu orienter sur quoi se concentrer quoi.
Ah ok. Ouais, comme tu dis, enfin cette technique est assez connue maintenant et enfin cette technique, le fait d'écrire sur papier avec des questions très précises qui emmènent à aller chercher, on peut parler de sous-modalités ou de choses comme ça pour aller au-delà juste d'une émotion. Par exemple, je suis excité ou je suis stressé. Ok, très bien. Bah on va écrire maintenant. Qu'est-ce qui te fait ça? Qu'est-ce que tu ressens, machin. Comme tu dis, le fait de posé sur papier ben, aide à mettre un peu apaise un petit peu les choses parce que justement c'est comme tu dis tu structures la chose, tu es obligé de comme tu dois l'écrire, si tu le fais bien bah, tu te forces à structurer une pensée et ça Ouais, change pas mal de choses et notamment bah, dans le cadre d'athlètes de haut niveau qui ont une carrière à penser ou à dessiner, ben, dessiner des objectifs, poser des choses, écrire comme ça, je pense que ouais, c'est une des techniques les plus simples, hein, parce que c'est juste une feuille et un papier pour le coup, et qui fonctionne ouais, très très bien. Et du coup, ouais, du coup, on disait, ça c'était quand tu as découvert ça quand tu étais encore en orientation. ouais, 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 Et du coup, tu passes sur le trail en 2020, ouais. Donc c'est ça, c'est ça? assez récent. Ouais, c'est assez récent, bah, c'est ça qui est fou. Ouais, Et en fait, je me suis rappelé justement la course 2020, donc Covid, hein, pour ceux qui auraient oublié, pas de course. Et Sierzinal, qui est une des plus grandes courses en Suisse sur du trail court, organise une course, mais une course un peu en mode contre la montre, chacun de son côté, où je sais plus combien vous aviez de temps, tu viens de dire, pour aller sur le parcours et faire le parcours. Et ensuite, il y avait un classement qui était fait. Et là, tu claques une deuxième place derrière Kylian, c'est ça? ouais. Ouais, donc c'est ça en fait, parce qu'en 2020, ben justement, ben, la saison internationale de course d'orientation était annulée, et en fait, beaucoup de gens avaient un peu de frustration, ont baissé un peu les bras, et moi, ça m'a fait l'effet inverse quelque part. Je pense que j'ai une petite lassitude et en tout cas une petite frustration de ne pas pouvoir faire d'autres choses parce que j'étais vraiment concentré à 200% sur ce sport. Et en fait, j'avais envie quand même de venir sur le trail, même j'ai tenté cette année-là des courses sur la piste, enfin, d'athlétisme D'accord. Ok. là où j'étais. Bon, bref. Et c'est vrai que bah, Sierzinal, j'avais prévu de la faire. J'avais été invité grâce à. Bah, en fait, c'était Mathias Kibourd qui connaissait les organisateurs, qui avait donné mon nom. Enfin, voilà, bref. Donc, j'avais prévu de la faire, cette course. Bah, le fait qu'il y ait le Covid, du coup, et qu'ils l'organisent quand même en mode contre-la-montre. Donc, ça permettait de le faire même avec les conditions de la pandémie. Donc, ouais. Et en fait, bon, comment ça s'est passé? Comment c'était? Pendant un mois, on pouvait prendre le départ entre 6h et 8h. Il y avait des bénévoles au départ. Et voilà. Et après, il y avait un point de passage où il y avait des bénévoles. C'était à Chandolin. Et à l'arrivée, il y avait quelques bénévoles. Donc, c'est pour ça qu'ils nous disaient un créneau pour partir. Et on partait un peu comme on voulait, quoi, en gros. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'étais parti fin août, comme ça, et ça s'était bien passé. Et c'est vrai que, par exemple, bah, Kylian avec bah, Rémi Bonnet, un peu tous les meilleurs du moment, T'as laissé eux, quelques ils étaient grands noms partis en derrière toi quand septembre. même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je savais que moi, j'aurais pu faire avec eux. Ils m'avaient donné la date. Ils faisaient le dernier jour du créneau, mais ils le faisaient l'après-midi ou en journée. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc, à la fois, eux, ils avaient peut-être plus de soutien sur le bord du parcours, alors que moi, j'étais tout seul. Mais d'un autre côté, moi, je suis parti à la fraîche. Il faisait bien frais ce jour-là. Et moi, je sais que ça m'affecte pas mal la chaleur. Donc, voilà, on n'était pas tout à fait dans les mêmes conditions. Il faut dire ce qui est. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que j'avais fait une sacrée belle course. Donc Mm. je m'en enlèverai pas. Mais ouais. Donc c'est ce qui m'avait un peu lancé dans le trail parce qu'en fait, c'est ce qui m'a donné le ticket, enfin, ce qu'ils appellent Golden Ticket là, pour les finales des Golden Trail Series cette année-là, qui aussi ils avaient organisé, ils avaient fait ça malgré la pandémie, ils avaient fait ça bien, la Golden Trail Series, ils avaient fait Mhm. ça aux Açores. Et c'était sur 4 jours. Et là, c'est là où ça a vraiment bien marché aussi pour moi, parce que pour le coup, il y avait, là, on était vraiment, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'athlètes de référence. Il n'y avait pas Kylian, c'est sûr, mais bon, il y avait Jim Wensley, bah, c'était Bart cette année qui avait vraiment bien couru, Rémi, Elouzine, Stian, enfin, il y avait vraiment tous les meilleurs, quoi, même Poupi et tout. Mhm. Et donc, et les Français aussi, bah, Barognan, Nicolas Martin. Et bref, et là, j'avais vraiment bien couru. Bah, la première étape, bon, c'était des conditions un peu particulières parce qu'il pleuvait, on était dans la boue. Pareil, il nous faisait passer limite en hors sentier. C'est sûr que c'était
c'était des parcours qui s'y prêtaient bien pour moi, quoi, on va dire. Ouais. Donc, ouais, enfin, ouais, c'était limite du hors-sentier. Dans la montée, je m'en souviens, c'était très beau. Dans la descente, il y avait des mottes, c'était un marais. Donc voilà. Et en gros, bah, j'avais gagné la première étape et fait troisième surtout sur les 4 étapes. Donc ça, c'était vraiment une bonne performance. Ouais, ça t'a vraiment, bah, tu t'es lancé très très vite, hein. En un an, tu t'es lancé dans le trail et t'es resté dans le haut niveau très tout de suite. Est-ce Ouais. que tu as continué à être suivi justement à ce moment-là par de la prépa, en prépa mentale? Non, 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 pas vraiment. Alors voilà, donc c'est vrai que donc après mes études, j'étais allé en Finlande, donc là pour la présentation, et là j'avais rencontré un préparateur mental où là ça avait bien matché parce que c'est vrai que lui il amenait des méthodologies justement, et c'est ce qui Ok. m'avait bien plu. Donc vraiment assez un large panel de méthodologies, donc que ce soit sur la respiration pour la relaxation ou pour l'activation, pour ouais des des je sais pas comment on appelle ça, mais des triggers quoi, enfin Ah, des des choses déclencheurs, ouais. comme ça pour ouais, des déclencheurs pour quand on voit que les pensées divaguent par exemple, ou qu'il y a une perturbation typiquement en présentation, on se fait rattraper ou on rattrape un concurrent, des choses comme ça, et bah du coup avoir des méthodologies pour revenir sur vraiment l'action, sur revenir Ok. sur ce qui est important pour pour trouver les balises en gros. Mhm. euh, ouais, des choses comme ça, de la fixation d'objectifs. Et donc ça m'a bien plu. Donc voilà, mais comme je dis, c'était vraiment propre à la course d'orientation. Donc, mais je pense quand même que donc depuis, j'ai plus vraiment enfin, je fais plus vraiment de préparation mentale, mais il y a encore des méthodes que j'utilise pas mal, notamment de la respiration. Ouais, j'en utilise un peu tous les jours en fait, en y repensant, mais Ok. plus ouais, de mon expérience quoi. Ouais. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, tu as mis en place ces techniques-là sur des courses qui étaient bah, plus compliquées. Il y a plus de paramètres, hein, dans la course d'orientation, c'est clair et net. Il n'y a pas que le paramètre physiologique à gérer, tu as, tout le reste. Tu as intérêt de garder un paquet de lucidité avec toi si tu veux performer. Est-ce que justement, tu arrivais à transposer, bah, là tu dis tu te sers encore de la respiration, tu arrives à transposer plusieurs choses que tu as pu apprendre sur la course d'orientation dans le trail? Ouais, je pense quand même un petit peu. Ouais. Par exemple, ben, peut-être se rendre compte quand les pensées elles divaguent et enfin ça crée des émotions, mettons, et après donc revenir un peu dans le moment présent, dans l'action. Donc oui, des choses comme ça, je pense. Ouais. Et t'as fait Mais des ancrages pour ça? C'est quoi les techniques que tu utilises de ton côté? Enfin, que tu apprécies le plus? ouais, je pense que si, j'ai quand même des petits ancrages, ouais, qui reviennent, ouais. Enfin, justement, qui me font revenir. Ouais. Donc ouais. Ça Des marche. méthodes, C'est par quoi? exemple, j'ai une dent qui est un peu ébréchée. Je sais que des fois je la touche, des choses comme ça. Enfin. D'accord. Enfin avec la langue. Et ça me Ok. remet dans le moment présent. Des choses comme ça, ouais. Ah, c'est rigolo, ouais, Ouais, mais chacun ses petits gris-gris, entre guillemets, et c'est des gris-gris, il faut que le gris-gris fonctionne, sinon il sert à rien. Mais ouais. ok, ok, ok. Et pour faire le comparatif entre une préparation mentale, comme tu en as pendant 20 ans, entre guillemets, tu as une carrière assez longue là, tu commences à goûter à la psychologie du sport, à des choses comme ça, où tu n'as pas l'impression que ça t'apporte des choses, peut-être que, peut-être pas, on sait pas. Là, on est dans quelque chose de plus concret, et puis il faut dire aussi ce qui est. Qu'en 20 ans, ça a évolué aussi. En France, on n'était pas les mieux lotis en termes de préparation mentale. Les pays anglo-saxons, les athlètes anglo-saxons, ils sont un peu en avance sur le sujet. Donc il y a peut-être de ça aussi et de différents paramètres. Aujourd'hui, tu n'en ressens pas spécialement le besoin, justement. Au niveau gestion, fixation d'objectifs, bon, peut-être maintenant tu as l'habitude, mais je sais pas, gestion du stress, de la course, des aléas de course, tout ça, c'est pas un sujet pour toi. Enfin, ce que tu as intégré te suffit à gérer Hum, ça, justement. ouais, je sais pas trop, hein. C'est sûr que je pense qu'il y aurait moyen de progresser, hein, toujours. Peut-être en ce moment, en fait, je sais pas trop sur quel aspect il faudrait que je me concentre, C'est ce que pour être j'allais te honnête. demander. Si tu penses Donc, qu'il y a moyen de ouais. progresser, ça serait où? Alors, de peut-être pas tout dire pour tes concurrents, mais ça serait sur quel endroit où toi tu jugerais que tu peux Non, mais pas progresser de souci. mentalement? Ben justement, ouais, je m'en rends pas trop compte. Après, je pense, là, je sors aussi d'une réussite entre guillemets. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, quoi. Là, quand tout va bien, ça va. Mais c'est sûr que des courses où ça a moins bien été, faudrait que je me pose la question un peu qu'est-ce qui a pêché et qu'est-ce qui pourrait être fait pour pas, ouais.
Bah, Faut pas, pas celle dont tu pêcher, as quoi. parlé au début, par exemple, au Mexique, où tu as course Oui, gagnée, où tu te relâches et puis tu te fais rattraper à la fin, quoi, par exemple. Là, ouais, tu aurais peut-être eu plus par de exemple, choses. voilà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais même là, parce que, en fait, j'étais assez conscient, quoi. Enfin, ouais, non, mais oui, c'est vrai que d'un autre côté, parce que en fait, j'étais tellement serein que j'allais gagner et que, et en fait, je me suis fait doubler. Bon, bah, ouais, faudrait que j'y réfléchisse, ouais. Ouais, c'est Mais pour rigolo. l'instant, C'est marrant. Bah, tu vois, c'est marrant parce que nous, on n'est pas un sport de confrontation avant tout. Ah, enfin, on est dans la non, c'est confrontation, vrai. mais normalement, ça arrive dans un second temps. Si on rentre dans la Ouais, confrontation trop vite, c'est pas ce qui est préconisé. C'est d'abord soit gérer son état à soi, et ensuite, quand la ouais, course est déroulée, on rentre dans la confrontation et dans le podium, la victoire ou autre. Et c'est ça qui est pas facile justement dans ce sport à gérer. C'est ce côté, je dois en même temps gérer quand même les autres quand je joue des podiums, que je joue des victoires, mais je dois avant tout me gérer moi. Et ça, bah ça c'est pas facile. Tu vois, par exemple, bon là ça a tout bien marché pour les championnats de France sur les dernières courses, mais comme tu dis, entre pas gérer l'élastique devant, ouais ok je laisse partir, je laisse pas partir par rapport à mon niveau, c'est pas facile à gérer tout ça aussi. ouais, ouais, carrément, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment mental, quoi? Parce que, ouais, il faut arriver à se concentrer sur soi, ses allures, son intensité, ouais. On en Je voit sais quand pas même pas trop. mal péter rapidement. C'est quand même la fête Ouais, du popcorn sur les trails aussi, hein, donc pas que pour les. Je parle pas des élites, hein, je parle de tout le monde. oui, oui. Non, mais ouais, ouais, je pense que ouais, des fois, il faut arriver à accepter ouais, de laisser partir d'autres, ou alors justement accepter d'être dans la douleur et de s'accrocher. Ouais, ouais, je pense qu'il faut arriver à prendre du recul en fait. C'est-à-dire, on est parce qu'on est un peu tête dans le guidon forcément dans la course, mais peut-être des fois prendre un peu de recul. Ok, là où j'en suis, et là il reste 30 bornes, c'est peut-être pas le moment de vouloir s'accrocher à tout prix, ou alors au contraire, là il reste deux bornes ou une borne de montée, on sait la dernière montée. Bah, peut-être c'est normal aussi d'être dans le rouge et voilà, faut accepter d'être dans le rouge, ouais. Donc, Mm. ouais, c'est vrai. Je pense que c'est Mais, ça, faut arriver à, des fois à prendre un petit peu de recul, ouais. mais tu vois, enfin là, j'ai plus souvent discuté sur le podcast sur de l'endurance ou de l'ultra-endurance, où effectivement c'est très long, mais on n'est pas dans le rouge normalement. Logiquement, on n'est pas dans le Eh rouge, oui, c'est juste qu'il y a une fatigue nerveuse et physique qui s'installe et qui nous fait perdre de la lucidité au fil de la course. Mais dans ton cas, ce qui est justement ce qui m'intéresse, c'est le côté là, tu te mets dans le rouge. Pour le coup, trail court. Alors, ça a que le nom de ouais, court, je trouve, hein, parce que quand ça fait 25 bah oui, oui. 30 bornes, ça dure quand même quoi? 2 heures? Bah là, c'était même 30, c'était plus, enfin, c'était 35 avec Ouais. 2005, quoi, enfin même, ouais. Donc là, c'est plus, c'était 3 heures, ouais, j'ai mis 3h06, mais voilà, on avait estimé 3h20, quoi, donc ouais, Tu te mets 3 heures dans le c'est plus rouge. long qu'un marathon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 3 heures dans le Ouais, rouge ouais. pour garder de la lucidité et prendre du recul sur soi. Pendant la course, faut s'accrocher quand même. Oui, oui. Non, c'est pour ça, je pense, enfin, on peut pas être dans le rouge, hein. On peut pas être vraiment dans le rouge, quoi, ou pas longtemps, Pas quoi, toujours en tout en cas. tout cas. C'est sûr. Ok, ok. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as d'autres exemples qui peuvent te venir à l'esprit de moments où justement ça, je sais pas, il y a eu des moments clés ou ça peut être en négatif, des moments où tu as lâché l'affaire parce que mentalement ça a craqué ou à l'inverse où tu as pu te ressaisir ou un départ, une arrivée, je sais pas. Tu as des moments qui te viennent comme ça? C'est vrai que les moments où on craque, je pense en trail, ben, peut-être tu me diras si tu es d'accord. C'est peut-être au moment où peut-être on va se faire doubler ou se faire lâcher par d'autres participants, alors que, en fait, ça dépend de nos ambitions, parce que si notre ambition c'est juste de finir le trail, bah, on voit les autres partir, on s'en fout, hein, à la limite. Mais par contre, si on veut, je sais pas, jouer une place, être devant un tel ou j'en sais rien, et ben, c'est sûr que là, ça peut couper un peu les jambes, quoi. Par contre, ouais, je te confirme que même, Ouais. enfin, je te confirme. Non, je vais te contredire que même quand on est à la 500e place, malheureusement, quand il y a quelqu'un qui nous double, on a toujours cet esprit de se dire, merde, je me fais doubler. Oui. Ah oui, 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 Et oui, c'est c'est ça vrai, qui est oui, oui, c'est terrible. vrai. C'est ça qui est terrible. Tu me racontais une anecdote sur le KV qui était rigolote. Ah oui, la Je te semaine laisse la passée, ouais. redire. Oui, ben, en fait, dans le KV, c'est vrai que là, par contre, pour le coup, on est vraiment. Si on n'est pas dans le rouge, c'est pas loin du rouge, quoi. Mm. Surtout que là, c'était un KV entre 1008 et 2008, en gros. Donc, assez haute altitude quand même. Donc là, on est en dette d'oxygène tout le long. Et donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans la zone de confort. Là, là, on est on n'est pas du tout dans la zone de confort pendant une demi-heure ou même plus.
Donc, et c'est vrai que là, vers le milieu de la course, donc je rattrape un mec. Enfin, il était vraiment un peu à l'agonie sur le bord, et il y avait un bénévole à côté qui lui dit, vous voulez arrêter, vous voulez abandonner, je sais plus. Et c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit à un moment. Je me dis, ah ouais, là, je m'arrêterais bien là. Là, je redescendrais bien je sais pas comment ils étaient, mais ou sur la piste tranquille. Donc Bon, ouais. finalement, tu as continué. Et ouais, j'ai continué. Et t'as Non, mais gagné. enfin, je suis pas sûr que ça m'a fait sourire sur le coup, mais en tout cas, intérieurement, ça m'a traversé l'esprit, ouais. Je me suis dit, je sais pas si elle me demandait à moi, mais je crois pas, mais, mais Mais tu vois, c'est ouais. justement ça, c'est quand je te disais cette anecdote, elle me fait rire, mais parce que il y a beaucoup de personnes, alors soit que je coach des amateurs ou que j'ai interviewé, qui sont assez persuadés qu'un athlète de haut niveau comme toi, un élite, c'est un peu un mental de Robocop, tu vois. C'est que tu doutes pas du début à la fin, tu flanches pas, tu doutes pas que celui qui a gagné, il a gagné parce que il a couru plus vite que tout le monde et il s'est posé zéro question, zéro remise en doute, zéro question, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, je pense, en y repensant, je pense qu'il y a une seule course où j'ai abandonné en trail. Mais bon, en fait, j'ai commencé la course, j'avais mal à une cheville. Je m'étais tordu un peu la cheville la semaine d'avant. Et c'est vrai que, en fait, un ravitaillement, donc il y avait ma copine au ravitaillement, et, en fait, je me suis vraiment effondré. Et en fait, je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais continué. Donc c'est vrai que, euh, Et ça, c'est les liens enfin, ça affectifs aussi. c'était, Pas facile à gérer. ouais, je pense, c'est vraiment la psychologique ou affectif, ouais, comme tu dis, ouais. Ouais, ouais, Ouais. justement, alors on fait super attention quand, justement, on parlait tout à l'heure d'ancrage, il y a des ancrages à trouver. Et un jour, j'ai une personne que j'ai coachée qui me dit, je lui demande si elle a déjà fait des choses sur la préparation mentale. Il me dit oui, une fois, mais ça n'a pas marché du tout. Et il m'explique, en fait, on m'avait donné, enfin, j'avais cherché un ancrage avec la personne qui le coachait. Et c'était une émotion forte, une belle émotion, machin. Et il avait pris une image de ses enfants avec sa femme, ou que ses enfants, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y avait les enfants. Et c'était une petite photo. Et quand c'était pour faire la diag, et au moment où il est au fond du gouffre, il sort sa photo et il fond en larmes parce que beaucoup trop d'émotions, les enfants, Ah oui. et il s'effondre totalement psychologiquement, émotionnellement, catastrophe. Et du coup, on fait très très attention à quel niveau d'émotion on a envie de se rattacher. Et ça dépend Ah aussi oui. chacun ses Mm. relations. Moi, si tu me mets par exemple mes parents, alors je joue rien, je joue pas de gagne ni rien, mais tu me mets mes parents sur un trail un peu long, un peu dur, je peux pleurer à chaque ravito quand je les vois. Pourquoi? J'en sais rien, parce qu'il y a un lien affectif qui va me faire que je vais chialer à chaque fois, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ma femme, c'est un peu pareil, un peu border, mes enfants aussi. Donc, je suis beaucoup mieux avec des copains Ah oui, oui. Mm. parce que après quoi, le côté affectif, sentimental, c'est bien après, parce que je suis trop émotif pendant une course. C'est trop bizarre, mais c'est chacun comme ça. Donc, faut faire attention avant de faire des ancrages comme ça ou avant de choisir ses ravitailleurs, comme dans ton cas peut-être. Ouais. Mais au final, c'était peut-être un bien, enfin, c'était peut-être bien parce que je me serais esquinté la cheville, quoi. Mais là, Mais là, c'est c'était différent, vraiment, t'étais un peu blessé en plus. voilà. Mais vraiment, typiquement, ouais, je me suis vraiment, ouais, comme tu dis, ouais, je me suis écroulé, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, du coup, bah, je suis pas reparti. T'es resté. En gros, elle a dû me dire, ça va? Et là, j'ai dit, non. Et puis voilà. Ah, des fois, il en faut pas beaucoup pour craquer, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça marche. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. La suite de la saison, on la connaît. Tu nous l'as dit dès le départ. Maintenant, c'est le championnat du monde. Ça sera à Ouais. Canfranc, en Espagne, c'est ça? Ouais, Et Pyrénées c'est quoi les dates? espagnoles, bah, pas loin de la frontière française, hein, pas loin de Pau, voilà, par là, le Béarn. Alors, de toute façon, ça doit être jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le trail, donc le trail court, c'est le vendredi 25 ou 26 septembre. Ok. Donc, voilà. Eh ben, on va regarder ça. On va te suivre. Ça marche. Et après ça, il y a quelque chose l'hiver pour toi ou comment tu fais encore de l'orientation? Non, plus, enfin, j'en fais pas au niveau, c'est sûr, D'accord. et plus au niveau. Et par contre, donc j'ai là quand même la saison de skyrunning que je voudrais continuer ou finir. Donc, je vais sûrement faire le Matterhorn à Zermatt. Donc, c'est le 25 août, un truc comme ça.
Et donc la finale des Skyrunning, c'est début novembre, c'est le 8 novembre. Ah, ça va loin, ok. Ouais. Aussi en Espagne, vers Valence, un peu, Ouais, j'allais dire, il Barcelone faut et Valence. forcément que ce soit un pays chaud parce que fin novembre, Ouais. c'est Ouais, tiré début quoi. novembre, mais oui. Ouais. Ouais. Et Et t'en es où au classement parce que là, je t'avouerai qu'avec malheureusement toutes les courses Skyrunning, Golden Trail et tout, ouais. c'est un peu dommage en termes de visibilité et de Oui, lisibilité. oui, je comprends. Ouais, ouais. T'en es où dans le classement, là, classement général? Alors, je regarde, mais je Pas trop pense mal. être deuxième ou quelque chose comme ça. Mais après, voilà, on fera les comptes à la fin de la saison parce Y a pas que, ouais. les manches la Euh, dernière compte plus ou quelque chose comme ça? Si la finale compte plus, celle du 8 novembre, mais pas beaucoup plus. Enfin, une fois et demie quand même plus. Ah, quand même. Mais Ok. donc Ok. oui, si ça va dépendre un peu de la finale, mais aussi, ouais. Bon, il reste encore un peu des courses, quoi. Ça marche. Ok, ok. Donc, on verra, ouais. Pour te suivre, justement, tu es plutôt actif sur le réseau, sur Instagram? Ouais, j'essaye, ouais. C'est pas, comment dire, c'est pas régulier, mais C'est il y a pas des inné. périodes où j'essaie d'être bien. Voilà. Non, non plus. Mais j'essaie d'être actif, oui. Je relaye en tout cas les résultats, ça c'est Ça sûr. marche pas. Je mettrai, évidemment, les gens te connaissent, mais je mettrai pour ceux qui te connaissent moins le lien dans la description. Allez, deux dernières petites questions. Si tu devais donner un seul conseil, bien sûr, je te parle de préparation mentale, une technique qui, évidemment, toi, t'as apporté à un athlète qui connaît absolument pas la préparation mentale, et lequel serait-il? Ouais, peut-être dans une situation un peu stressante ou ouais, mais ça peut être dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je sais pas, on s'engueule avec sa partenaire, son partenaire ou quelque chose comme ça, quoi. Et Ça arrive ouais, je jamais, ça, pense. enfin. Non, non. Donc, ouais, ça peut être respirer enfin, prendre une bonne inspiration et en fait, un peu prendre du recul, quoi. En fait, souvent, c'est pas grave, quoi. C'est souvent, je sais pas, il y a pas de catastrophe, quoi. La Terre va pas s'arrêter de tourner pour, je sais pas. Je pense que ça peut être ça. Juste Ouais, la respiration, c'est ce prendre que une tu disais aussi inspiration. Ok. qui t'avait Et apporté puis, beaucoup. Ouais. ouais, ouais. Et prendre un petit coup de recul et puis voilà. Et allez, dernière question, si tu avais une personne à me recommander pour passer dans le podcast, je sais pas, un ami, un athlète pro, amateur, un confrère, quelqu'un qui t'inspire, t'aurais quelqu'un? Ben, à la limite, j'ai parlé de Thierry Georgiou, multiple mais champion du monde, justement, français. Ben, je pense qu'il peut être très intéressant. Ouais, il habite en Scandinavie, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour Il le y a contacter. Internet? Oui, oui, normalement, oui. Bah écoute, c'est tout bon, Frédéric. Je te remercie pour le temps que tu as pris pour répondre à mes questions, pour avoir un petit peu partagé justement bah, là, tes derniers beaux résultats. C'était intéressant justement de voir un petit peu ton parcours au travers de ce que tu avais pu vivre dans la préparation mentale, différents sports, comment ça avait été, comment ça avait un peu jalonné ta carrière d'athlète. C'était hyper intéressant. Je te remercie. Eh ben, merci, merci à toi. Et merde pour la suite de la saison, pour fin septembre et pour les skyrunning. Bah oui, merci, merci. Salut. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.